Deux choses avant de commencer. La première, déjà, c'est de remercier la présentation qu'il y a eu juste avant, la mairie, les architectes et les artisans qui ont travaillé sur le projet, parce que c'est impeccable de bout en bout dans la démarche, à la fois de l'engagement de la collectivité, de l'engagement des architectes aussi. Donc bravo, félicitations. On en veut plus des comme ça, encore une fois, bravo. Et deuxième chose, pour savoir un petit peu, alors j'ai pris beaucoup de matière. Je vais essayer de trier ce que je vais vous raconter. Juste savoir qui a déjà été confronté sur le chantier, on va dire de près ou de loin, aux matériaux terres. Donc tu as une expérience, on va dire même de loin, hein, de savoir en levant la main à peu près. Voilà, ok, ça marche. Donc, pardon. J'ai découpé déjà pour revenir un petit peu sur la base de ce que c'est que la construction de terre. Je vais aller assez vite là-dessus, vous expliquer ce que c'est la ressource, les sujets sur la ressource, l'intérêt d'usage du matériau, la filière et sa dynamique. Alors moi je suis un étranger, là je viens du nord de la Loire, donc on parle la même langue, tout va bien, mais je connais très peu ce territoire. Je connais beaucoup plus ce qui se passe autour de Nantes, au niveau du parc de Brière où on est implanté. Je vais me présenter après. Et aussi sur le bassin rennais. Je connais très peu la Vendée, donc je ne me permettrai pas de, on va dire, de vous donner des orientations sur votre territoire. Je vais vous partager nous ce qu'on fait par chez nous, et après on pourra en débattre ce qui est propice ou pas, qui peut être fait ici aussi. Donc je m'appelle Corentin Moreau. Je suis co-gérant d'une SCOP qui s'appelle La Ronde, qui fait de la maçonnerie de terre exclusivement. On est une dizaine de salariés, on est basé à Guérande et on travaille sur la presqu'île guérandaise, sur Nantes, et on va un peu en Finistère de temps en temps. Je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des Terroirs Mauricains, qui regroupe les professionnels de la maçonnerie terre crue sur le Grand Ouest, donc Bretagne et Pays de la Loire, un petit peu Normandie, et vous êtes dans cette région auquel le collectif travaille, on va dire, à développer le sujet de la terre crue. Donc j'invite toutes celles et ceux qui veulent participer en tout cas à ce développement de ce matériau à rejoindre le collectif et travailler avec nous, en tout cas sur votre territoire, qu'on puisse vous accompagner aussi. Du coup, c'est une des missions du collectif sur ce sujet. Ok. Donc sur les techniques, je vais essayer d'aller vite. On a entendu parler tout à l'heure de briques. J'ai pas. Alors, les briques extrudées, j'en suis assez peu familier. Mais je vais vous expliquer à peu près l'étendue des techniques qu'on peut faire avec la terre. La terre, c'est pas, on va dire, un produit comme peut être un parfum. C'est une ressource avec laquelle on peut faire plein de choses comme le bois. On peut faire des panneaux en bois, on peut faire des poutres en bois. Avec la terre, c'est pareil. Sauf que la terre, on peut la travailler à différents états de la matière. Ça va du sec au liquide. Et donc c'est la quantité d'eau qu'on va mettre dans la matière. Et en voyageant au travers de ces états-là, on va pouvoir la mettre en œuvre de plein de façons différentes. On a entendu parler de briques. Vous connaissez aussi le torchis, c'est tous les pans de bois. Donc le torchis, ça se travaille plutôt au visqueux, comme les enduits par exemple. À l'état liquide, on peut faire, vous avez entendu tout à l'heure, le terre-chanvre, qui est la même chose, on va dire, que le chaud-chanvre. On remplace la chaux par de la terre. Donc ça, c'est plutôt liquide. Et puis en voie sèche, vous avez peut-être déjà entendu parler du pisé, des briques comprimées, on a entendu tout à l'heure qu'on pouvait comprimer des briques. Les briques, on peut aussi les faire en voie visqueuse, comme le torchis, ça s'appelle des adobes, j'en parlerai tout à l'heure aussi. Et on a l'étape plastique, donc l'étape pâte à modeler, ce qu'on appelle la bauge, qui est également une technique de construction en terre. La terre, elle peut être porteuse, donc pour ça, c'est des murs généralement qui sont relativement épais. Dans le patrimoine, on retrouve des murs qui vont faire de 50 à 80 cm parfois, exactement comme la maçonnerie de pierre. Donc là, on retrouve un patrimoine en briques d'adobe. Ici, une construction en pisé et en haut, une construction en bauge. Voilà, différentes techniques. J'ai mis un chiffre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des matériaux qui ont une très grande puissance de résistance. La question qu'il faut qu'on se pose quand on construit, c'est pas je vais chercher, et c'est toujours d'aller chercher la plus grande performance, c'est quoi mon besoin. Si je veux construire une ferme en R+1,
j'ai pas besoin d'un matériau qui a 50 mégapascales de résistance. Inutile. La Terre, elle porte de 0,2 à 2 mégapascales, ça suffit pour faire ça. On peut même monter plus haut avec ce type de résistance. En fait, 90% des constructions qu'on fait aujourd'hui, en termes de portance, on pourrait le faire avec de la Terre. Là, c'est plutôt on va dire après, des dessins architecturaux qui vont permettre d'accompagner la bonne conception du bâti pour faire que notre ouvrage il est porteur ou pas. C'est sûr que de faire des poteaux en terre de 20 par 20, on ne le fera pas. Voilà. La terre, elle peut aussi séparer les espaces. Donc pour ça, il y a plein de façons de le faire. On peut le faire avec des briques, on l'a vu. On peut le faire aussi avec la terre allégée. Ou on peut le faire avec du torchis. Donc là, c'est des formes d'esthétique. Plein de choses sont possibles, des enduits, on va parler de texture après derrière. C'est aussi, en fait, quel est mon besoin sur cette séparation d'espace. Est-ce que j'ai besoin de mettre de l'inertie dans mon bâtiment? Est-ce que c'est en R+1 et en fait, j'ai besoin d'avoir un matériau léger parce que je ne veux pas avoir une descente de charge trop forte? Tout ça, ça se pense. Et en fait, le matériau terre, il a cette polyvalence qui lui permet de répondre à beaucoup de problématiques. Donc si je veux faire du lourd, on a entendu 2000 kg tout à l'heure au mètre cube, effectivement la terre elle peut monter jusque là, sur de la brique extrudée par exemple. Si je veux faire du plus léger, on peut descendre à 2500 sur de la terre allégée, on peut le faire aussi. Sur le confort, il y a plein de notions de confort, pour y revenir. La terre, c'est pas un matériau, et on y reviendra, qui est isolant. Alors souvent quand on parle avec on va dire des personnes qui ne maîtrisent pas forcément trop le sujet, dans l'inconscient on se dit « Ah, la terre, ça isole ». En fait, non, un matériau terre, c'est pas un matériau isolant, c'est plutôt un matériau qui est lourd, mais effectivement, c'est un matériau qui apporte du confort. Et donc, dans la notion de confort, aujourd'hui, on associe isolation à confort. La terre, elle peut donner d'autres choses. Donc, sur l'isolation, on peut isoler avec de la terre, c'est que la terre allégée qui peut faire ça. C'est moins performant que certains matériaux, évidemment, parce que je vous ai donné tout à l'heure la masse volumique là, de la terre allégée qui est vraiment au minimum 250 kg par mètre cube. Les matériaux biosourcés, on est plutôt autour de 100, voire moins. Et donc, ce qui fait de la performance d'isolation, c'est la légèreté en fait, du matériau qu'on va mettre en œuvre, tout simplement. L'inertie, c'est un grand intérêt aujourd'hui quand on construit beaucoup en ossature bois, et on y reviendra tout à l'heure. Quand on a des bâtiments très légers, ils vont monter en chauffe beaucoup plus facilement. Donc, on a besoin d'avoir cette inertie dans nos bâtiments qui vont pouvoir lisser la température à l'intérieur de ces derniers. Et enfin, on peut avoir des sujets d'acoustique. L'acoustique, ça se gère de plein de façons différentes. Une des façons de le faire, c'est mettre un mur lourd entre deux espaces, ou un plancher lourd entre deux espaces. Ça coupe une partie de l'acoustique. On peut gérer l'acoustique aussi différemment. L'acoustique, c'est aussi la porosité des matériaux qu'on va avoir dans nos espaces. Des panneaux ajourés, des enduits qui sont plutôt fibrés, des enduits qui sont plutôt lissés. La sensation acoustique va être très différente, effectivement, en fonction des textures qu'on va mettre en œuvre dans la construction. Et enfin, tout simplement décorer, être dans un espace où la matière, on est au contact d'une matière qui nous fait du bien, et la terre y contribue très largement. Donc on peut avoir des enduits qui ont des couleurs qui sont toutes très différentes en fonction des territoires, et on peut travailler des textures un peu à l'infini avec cette matière qui est modelable. Je vais passer rapidement là-dessus. Aujourd'hui encore, un tiers des personnes vivent dans des habitats en terre dans le monde. La construction en terre, on en retrouve partout où il y a de la terre, donc partout. Parce que c'est le premier matériau que les humains ont utilisé pour construire, parce que c'est facile, qu'il y en a partout. Donc là, il y a une photo de la muraille de Chine en bas à droite, une ziggourate en Irak, et une ville qui est assez connue maintenant, notamment grâce à la construction en terre crue, qui est Shibam, qui est une ville avec des bâtiments de 8 étages en terre. Donc oui, la construction en terre crue depuis toujours. Et en France aussi, parce que des fois on dirait la construction en terre crue, c'est partout, mais pas chez nous aussi. Et alors là, c'est une carte que j'ai pris un peu exprès parce qu'on voit un petit pâté rouge là, je crois que c'est par chez vous. Et en rouge, c'est la bauge. Donc la technique dont j'ai parlé tout à l'heure. On en retrouve, alors on ne retrouve pas que de la bauge, on retrouve d'autres choses, j'en parlerai après. On retrouve aussi du torchis, mais je ne vais pas me répondre dessus. Je suis
Je ne suis pas le plus compétent pour parler encore une fois de votre territoire. Là, les exemples que j'ai mis, donc c'est un manoir en Bauge dans le pays de Rennes, une ferme également. Donc on voit qu'on a aussi du patrimoine cossu en fait en terre. C'est pas que des bâtiments agricoles. On retrouve tous les pans de bois là plutôt sur Strasbourg, mais le pan de bois vous en retrouvez dans tous les centres médiévaux en fait. On a construit en pan de bois et rempli de terre. Parce que c'est une technique qui permet pour le coup de monter haut, de faire vraiment de la densité. Ça marche très très bien. Et donc voilà, là-dessus, donc ce qu'on retrouve un peu, c'est aussi cette diversité des techniques aussi, souvent en fonction des régions. Typiquement, les adobes, on en retrouve plutôt dans le sud de la France. Il y a une petite poche ici qui est assez particulière. Voilà, c'est un cas, là il y a eu une thèse qui est sortie la semaine dernière sur ce sujet très spécifique des adobes dans ce territoire. Moi je suis assez curieux, je vais fouiller pour plus comprendre, on en reparlera des adobes tout à l'heure parce que c'est un sujet qui est intéressant. Le torchis, en vérité, là il y a des poches parce que c'est ce qu'on retrouve, on va dire, dans l'habitat rural, mais dans l'habitat de centre-ville urbain, en fait, il y en a partout en France, du torchis quasiment. Le pisé, en revanche, il est vraiment localisé dans l'est de la France et particulièrement le long, en fait, des... Je suis en train de vous faire un météo. Le long des Alpes. Et on en retrouve aussi le long des Pyrénées. C'est lié à la jeunesse des terres, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et la Bauge, on en retrouve beaucoup dans l'ouest de la France. Donc en fait, qu'est-ce que ça raconte ça? Ça raconte que, donc là c'est du patrimoine dont je vous parle, ça raconte que les anciens sont toujours adaptés à la ressource qu'ils avaient sur leur territoire et ont essayé d'utiliser cette ressource au mieux de ce qu'elle pouvait produire. Ils ne sont pas lancés à faire de la Bauge par ici, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'était particulièrement difficile et on pourra y revenir. Donc plus d'1 million de bâtiments en France. Nous, on a fait un exercice avec des camarades du territoire, donc Garant c'est là, et nous on est par là, de faire une analyse du patrimoine sur notre territoire. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce travail n'avait jamais été fait, et quand on regarde d'ailleurs la carte que je vous ai montrée juste avant, bah, ce patrimoine, a priori, n'existe pas. Mais la vérité, c'est que du patrimoine en terre, il y en a vraiment énormément et il est souvent invisible. Soit il est caché, enduit par du ciment, soit il est dans les maisons. On a des murs de refend, on a aussi des planchers très souvent, donc il y a vraiment plein de choses qui existent dans le patrimoine. Et donc essayer de commencer à répertorier ça, ça a plusieurs intérêts. Déjà de le préserver, de le valoriser, de dire bah, il existe, préservons-le. Faire bosser les artisans aussi qui travaillent ces matériaux-là. Et après, c'est aussi un indice sur la qualité des terres de votre territoire. Parce que si vous êtes capable de dire, sur toute cette zone-là, au nord de Nantes, j'ai énormément de bâtisses en Bauge, ici j'ai pas mal de torchis, et ben je suis capable de dire qu'en fait j'ai de la bonne terre sous les pieds. Parce que les anciens, ils n'allaient pas chercher de la terre à 100 km. Ils prenaient la terre qui était directement au pied du bâtiment. Donc en fait, ce travail, nous, ça nous permet de nous dire, bon, ok, on a un patrimoine, il faut qu'on le préserve, mais aussi, on a une ressource locale qu'on peut valoriser, qu'on peut réutiliser. Et par ailleurs, bah, la démarche que vous avez eue, elle est parfaitement vertueuse parce que vous n'êtes pas posé la question de je veux intégrer de la terre dans mon bâtiment à tout prix. Vous êtes dit quelles ressources sur le territoire j'ai. Et ça, c'est impeccable. C'est vraiment la construction qu'on veut pour demain, quoi. À la fois sur le bois, sur la terre, etc. Donc, je fais une petite parenthèse sur ici. J'y connais rien. J'ai juste pris les photos qu'on m'a données. C'est les photos de l'ancienne épicerie chez Pascal. Ok, donc ancienne épicerie chez Pascal pour les connaisseurs et connaisseuses. Donc là, on a le classique pan de bois qu'on retrouve partout. Ça, c'est des choses dont vous êtes familiers. Et ben, c'est du remplissage en torchis le plus souvent. Donc le torchis, c'est une matière donc de la terre et des fibres mis à un état visqueux qui peuvent être brassés au pied plutôt ou avec des animaux à l'époque en tout cas. On peut le faire différemment aujourd'hui. Et qui est garni sur un clayonnage. Donc le clayonnage, on ne le voit pas ici, mais souvent on a des petits bouts de bois qui viennent en plus à l'intérieur de l'ossature et on vient garnir en fait ce remplissage. Donc, il manque des photos aussi, mais bon. Donc ça,
pareil, la ref, c'est... C'est la maison Gueffier, juste à côté du Grand Air. D'accord, donc la maison Gueffier, qui, si j'ai bien compris, alors il y a eu une époque, à l'époque napoléonienne, où il y a eu des grands projets d'aménagement du territoire, pas seulement à La Roche-sur-Yon, de nombreuses villes ont été l'objet de ces sujets-là. Et il y a des villes où il y a eu des très grands projets de reconstruction, et certaines villes où la terre a été promue dans ce cadre-là. Notamment par un architecte, il me semble que c'est Cointreau, mais je ne suis pas un spécialiste de l'architecture. Et donc, il y a eu ce sujet-là à La Roche-sur-Yon, qui n'a pas abouti, enfin qui a abouti à un prototype, on va dire, mais qui n'a pas eu de suite, plutôt pour des questions, il me semble, si j'ai bien compris, d'image de la Terre, d'image que renvoie ce matériau, qui a souvent été classé comme matériau du pauvre, et on pourra y revenir aussi un peu sur le territoire, parce que sur le territoire, ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est les bourrines vendéennes. Je n'ai pas mis de photo. Notamment au Davio, par exemple, où effectivement, là, pour le coup, c'est des constructions qui étaient faites avec la ressource qui était au pied des habitats, et qui était là très stigmatisée comme l'habitat du pauvre. Donc la Terre souffre aussi de ce sujet, on va dire, culturel. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y a du pan de bois et des manoirs, c'est bien aussi qu'en fait, il y a aussi des riches qui sont capables de réfléchir, pardon pour cette parenthèse, et qui se disent, en fait, mince, quand je vais chez le paysan du village, c'est vachement confortable d'habiter, de passer dans sa maison. Je vais construire mon truc aussi en terre, mon manoir. Bien sûr, la terre ne sera pas apparente, on va pas déconner, mais par contre, le confort, il y sera, quoi. Donc, ce sujet de la terre, je fais cette parenthèse pour dire qu'il y a, et tout à l'heure, il y a eu une question sur pourquoi on ne fait pas plus de terre. En fait, c'est plus un sujet culturel qu'un sujet technique ou normatif, etc. L'enjeu, c'est de se re-questionner sur, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi sur les esthétiques, on va dire, qu'on travaille avec les matériaux. Enfin, cette matière, c'est se dire, remettons la terre au contact des gens aussi, et voyons ce que ça produit. À la fois sur des enduits, sur de la matière brute, comment elle est perçue. Aujourd'hui, la terre, on pourra revenir, c'est un matériau qui est coûteux à mettre en œuvre. Et pour le coup, il a toujours cette, on va dire, cette image du matériau. Mes grands-parents, ils vivaient dans une ferme en terre, et cette image un peu de matériau quand même du pauvre encore un peu. Donc ça commence à passer quand même, cette image-là, mais c'est vraiment des constructions sociales. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre aussi tous ensemble. Rapidement sur la ressource, comment se fait la terre? Je vais faire en 2-2, juste la terre qu'on utilise. Ça, c'est la terre végétale, on en a besoin, on en a de moins en moins, donc on ne l'utilise pas pour construire avec. En dessous, c'est la terre qu'on utilise, qui est sur, on va dire, le socle rocher. La terre, elle se construit, on parle de dizaines de millions d'années pour réaliser des petites épaisseurs de terre. Donc c'est un matériau, on y reviendra. C'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Je vais passer directement là. C'est pas une ressource renouvelable, à la différence du bois, des fibres végétales, qui se renouvellent dans l'échelle de temps humain. On pourrait dire la terre, c'est un matériau qui est renouvelable, elle se renouvelle. Sauf que nous, on ne verra jamais 10 cm de terre se créer dans l'espace de notre vie. Par contre, une branche de bois ou de la paille, ça, on pourra le voir. C'est ça, ce qu'on met devant renouvelable, c'est le fait qu'on puisse, nous, dans notre existence, voir cette ressource se renouveler. Donc elle est dans un cycle qu'on peut vivre, quoi. Par contre, c'est un matériau qui est 100% réversible, et on a eu l'exemple tout à l'heure pour les enduits. Donc il y a une brique qui est faite, on la trempe dans l'eau, on fait un enduit, on retrempe l'enduit dans l'eau, on fait un mortier. En fait, c'est un matériau qui est infini à réutiliser. Donc quand vous construisez en terre, vous construisez certes pour le bâtiment que vous faites aujourd'hui, mais demain, s'il faut modifier un bâtiment, et croyez-moi, ça va arriver de modifier des bâtiments, et on va pouvoir réutiliser, si on fait une ouverture ici, on réutilise la terre, on fait des briques ailleurs, etc. C'est un matériau qui a une réversibilité infinie. Donc ça, c'est un petit peu, c'était les définitions, je passe rapidement dessus. L'autre sujet sur cette problématique de la ressource qui n'est pas infinie, c'est qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir une ressource qui est pas renouvelable, qu'est la terre, mais qui est réversible, l'autre sujet, c'est que c'est le premier déchet qu'on génère.
Aujourd'hui, quand on pense déchets, on pense nos sacs poubelles, on pense dans le bâtiment, on va dire des parpaings, des bouts de tuiles, etc. En fait, la première chose qu'on génère aujourd'hui en tant qu'humain, c'est qu'on déplace des millions de mètres cubes de terre d'un endroit à l'autre. Quand on fait des routes, quand on fait des piscines, quand on fait des fondations, des parkings, on génère des montagnes de déchets de terre qu'on vient emmener parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les décharges de terre, elles sont saturées, on ne sait plus où mettre la terre, on empile de la terre, des fois on les met dans les champs. Le problème, c'est que je vous ai montré tout à l'heure que la terre végétale, elle est au-dessus, la terre minérale, elle est en dessous. Si on inverse les deux, ça fait pas de la terre végétale sur le dessus, c'est pas très bon. Dans certains cas, ça peut, il y a des personnes qui savent, on va dire, améliorer les sols, mais généralement, on évite de faire ça. Donc en fait, c'est un matériau qui est surabondant parce qu'on le génère en termes de déchets, et l'idéal, ce serait de pouvoir le réemployer à minima, quoi. Donc, parmi les déchets du bâtiment, donc, ce que je vous ai dit, les terres qui sont non polluées, donc ça c'est en Bretagne. J'invite en tout cas ceux qui ont la capacité d'essayer de faire les mêmes études sur votre territoire. Donc c'est un travail qu'on a fait en Pays de la Loire aussi, qui devrait être diffusé sous peu, mais de savoir qu'est-ce qu'on produit comme déchets dans le bâtiment. Donc tout ce qu'on a en tête quand on produit dans le bâtiment des déchets, c'est ça. Moi on dit on fait des déchets dans le bâtiment, on pense ça, on pense béton, céramique, tout ça, bah, c'est là. Après tout ce qui est terre, en fait, c'est ça. Donc ça, c'est gravats et matériaux rocheux, c'est de la terre qui ne colle pas. Ça, c'est tout ce qui est des terres qui sont réemployées. Donc ça veut dire que c'est une terre que j'enlève, mais que j'ai réussi à remettre à un autre endroit, pas trop bête, quoi. On va dire des aménagements de routes ou des choses comme ça. Et ça, c'est des terres qu'on ne sait vraiment pas quoi faire, enfin, ça, souvent. Et on vient remplir des trous, faire des montagnes. Voilà. Je vais passer rapidement là-dessus. Ça, c'est un peu des ordres de grandeur. En gros, c'est pour vous dire qu'une ferme, comme on a vu tout à l'heure, la grosse ferme, c'est 100 mètres cubes de terre. Aujourd'hui, c'est les volumes de terre qui sont excavés en Bretagne chaque année et qui permettraient, en fait, juste en les réorientant pour la construction, de construire, là on parle en millions de logements, quoi. Typiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails. La présentation sera disponible si vous voulez regarder ça, et les sources sont écrites un peu. Donc, les intérêts du matériau de terre. Alors, je fais ce petit laïus parce que la terre, c'est pas un matériau qui est vertueux par nature. On peut faire n'importe quoi avec de la terre, d'accord? Si on va chercher de la terre en Suisse, du pisé préfabriqué par exemple, parce que ça existe, et de le ramener en Vendée, vous aurez construit en terre. Par contre, vous aurez flingué votre bilan carbone. Il aurait peut-être fallu mieux construire en parpaing, quoi. Donc la terre, c'est pas magique. C'est juste, il faut le faire dans le bon ordre. Donc je vous ai dit, c'est un déchet. Les principales conséquences, je l'ai évoqué, c'est le transport de la matière et potentiellement l'occupation des sols. Tout ça, pour ceux qui font de l'analyse de cycle de vie, ça parle. Donc il y a des FDES qui existent sur la Terre. Pareil, je répondrai à les questions s'il y a tout à l'heure. En gros, sur les distances de transport, alors là, on est vraiment, comment dire, c'est vraiment pour faire un bilan carbone rail bas crête, hein. Donc, je parle. Mais 15-20 km, nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est vraiment le max qu'on fait quand on a un projet de construction de terre. C'est le max, hein. Donc, transport et ajout de liant dans la matière. Typiquement, si je fais un mur en béton de généralement 20 cm et qu'à la place je le remplace par un mur en bauge ou en pisé qui ferait 40 cm, j'ai 2 fois l'épaisseur. Si je rajoute un peu de ciment dedans, mettons 5%, en fait j'ai un bilan carbone qui est plus merdique que le mur en béton que j'ai fait à côté, moduler la ferraille, etc. Mais tout ça pour dire que en fait, si je rajoute un petit peu de ciment dans la terre, surtout quand je fais de la masse, rapidement j'altère mon bilan carbone. Et l'autre chose, c'est que j'ai enlevé la réversibilité aussi de mon matériau. Donc ça, je viens de créer un déchet, un nouveau déchet qui n'en était pas un à la base.
Donc voilà, rapidement sur les sujets environnementaux. Sur le bilan social, donc je vous fais 3 grands points là-dessus. Hop, je vais aller directement à la conclusion pour avancer. En gros, il y a 3 piliers. Donc je vous ai dit l'environnement, le lien humain qu'on peut faire sur le territoire. Là, exemple, maîtrise d'œuvre du territoire, ça se passe hyper bien avec les clients. Les artisans, ils viennent d'ici, on travaille la ressource, tout ça, ça fait du lien. Et quand vous payez des gens sur un territoire, c'est de l'impôt que vous allez récupérer après derrière dans l'autre poche, tout va bien. On a créé une économie qui génère en fait du lien sur un territoire et on sait où part l'argent. À contrario d'autres façons de construire, on va dire. Et le confort, on pourra en reparler. Donc sur la Terre, il y a le sujet d'inertie, le confort hygrothermique, etc. Donc quand je construis en terre, j'essaye d'avoir ces 3 piliers un peu en tête. Ça me permet d'éviter de faire trop de bêtises. Si je me dis, mon bilan carbone, j'ai fait attention à ce qu'il soit bon avec mon matériau, j'ai essayé de faire un peu le lien sur le territoire et j'ai mis la terre au bon endroit pour que mon matériau procure du confort à mes usagers, normalement j'ai coché toutes les cases. Ça n'empêche que si vous avez un projet où votre sujet que vous voulez, c'est l'impact environnemental, et que vous dites, je mets un petit peu moins d'intention sur le lien humain et le confort, ok, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête. Il faut vous dire, ma priorité, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis après, on module, quoi. Mais l'avoir en tête, c'est pas un matériau qui est magique par nature. Je vais passer sur les sujets de performance, on pourra y revenir. Je suis désolé, Anna, j'ai pas lancé mon chrono. C'était bonne intention. J'ai 10 minutes encore. Je suis là. Donc je passe là-dessus. On pourra revenir si vous avez des questions sur on va dire, la régulation hygrothermique, etc. Sur la durabilité, là un exemple d'une bâtisse en Bretagne qui a plus de 400 ans. En fait, sur la durabilité de la terre, c'est un matériau qui nécessite de penser un peu de conception à minima. Donc sur un bâtiment en terre, on a toujours des soubassements, on a toujours un débord de toit, même si parfois il peut être léger, peut-être que c'est la face qui est moins exposée. Enfin, ça nécessite des petites choses de conception. Là, il n'y a pas eu un cabinet d'architecte qui a bossé pendant 2 ans sur le projet. Le bâtiment, il est toujours debout, quoi. Donc c'est des choses simples, mais qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le matériau. D'autres exemples, à Lyon, des immeubles en pisé. Donc c'est même démarche que ce qu'il y a eu, qui a commencé à La Roche-sur-Yon avec le bâtiment démonstrateur dont on a parlé tout à l'heure. À l'époque napoléonienne, il me semble, si jamais je fais une connerie, tout à l'heure quelqu'un prend la parole pour me dire que ce que j'ai dit n'était pas bien, mais il me semble. Ces bâtiments-là ont été construits à la même période. Des immeubles en reconstruction, en pisé, sur 4 niveaux, 5 niveaux parfois, dans tout le centre-ville de Lyon. Ils sont toujours là. Ce qu'on voit là, en fait, c'est l'enduit ciment qui se décolle. Et on voit les levées de pisé dans la ville. Pourquoi déjà du pisé là-bas? Parce que c'est une technique qui s'y prête, mais aussi pourquoi beaucoup de pisé au même endroit dans la ville? Parce que c'est vraiment des intentions, là, pour le coup, de quartier. C'est-à-dire que faire du pisé comme ça, d'ampleur autant dans un milieu urbain, et on peut en reparler, très dense, c'est un très gros défi. C'est pour ça que là, c'était vraiment des projets de quartier entiers où tout était réalisé en pisé et où on a vraiment un temps très long d'aménagement qui avait été fait à l'époque. Donc sur le sujet de la filière, comme vous avez compris, on est sur un matériau qui est variable, donc qui a des performances variables, qui a des mélanges qui sont infinis en fonction de la terre, des techniques du coup qui sont très diverses, et un matériau qui est aussi hétérogène. Ce qui est très différent des produits qu'on attend du bâtiment en général, en fait. Et tout à l'heure, on parlait des DTU, on pourra revenir. Ce qu'on attend en général d'un produit du bâtiment, c'est qu'il soit homogène, que ce soit un produit qui soit qualifié, parce qu'en fait, on attend une performance avant même d'avoir le projet de construction. Et tous les usages doivent être définis en amont, etc.
Tout à l'heure, on a entendu, en fait, c'était ouvert, le petit soubassement en briques, il aurait pu être fait à la discrétion en fait, des artisans, si j'ai bien compris, hein, sur le projet. Là, ça, c'est parfait, ça veut dire qu'en fait, je donne toute latitude à ce que je vais retrouver comme matériaux localement et comme savoir-faire pour donner le meilleur en fait, de ce que je peux faire avec ce matériau. C'est ce que permet la Terre, c'est de se dire, bah, j'arrive sur un territoire, je ne sais pas ce que je vais y trouver comme qualité de ressources, et je vais faire confiance à l'intelligence des artisans, artisanes locales pour faire le meilleur avec ça. La complexité, c'est que si on ne trouve pas les artisans, ça rend le chemin difficile, et je vais revenir un petit peu après pour donner des pistes là-dessus. Donc une filière, alors une filière c'est une chaîne quoi, où il y a plein de choses qu'il y a dedans. Le sujet c'est que là, typiquement, exemple sur ce projet-là, la filière c'est quoi? C'est de la terre. Et bon, là il y avait une briqueterie entre, on va dire, mais ça aurait pu être de la terre et l'artisan direct. Et entre le mur et la matière, il n'y a vraiment qu'un savoir-faire directement. Tandis que bah, pour le bois, par exemple, aujourd'hui, en tant que bois industrialisé, si je veux des panneaux d'isolants en laine de bois, je vais avoir énormément d'intermédiaires en fait entre tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est plus cher, au contraire, parce qu'il y a beaucoup d'optimisation dans toute cette chaîne de valeur. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a aussi plein d'intérêts entre les deux que le produit se vende. Et ça a un vrai impact sur le développement d'une filière. C'est-à-dire que chacun de ces intervenants-là, il va communiquer, il va mettre des sous dans la recherche, dans de la réglementation, etc. Là, il y a un bonhomme ou une bonne femme qui a un savoir-faire et qui aime bien son métier, quoi. Et il ne voit pas l'intérêt d'aller dépenser un pognon de dingue dans de la recherche parce qu'en fait, il sait faire son truc et voilà. Donc ça, sur le développement de la filière, ça peut être un sujet aussi de se dire bah, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de réglementation, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas 10 000 produits de terre sur le marché à Leroy Merlin. Parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, quand on fait de la terre, c'est des gens qui travaillent la matière, qui aiment leur métier et qu'on vient chercher pour faire ce qu'ils font, quoi, tout simplement. J'avance. Donc, collectif terre américain, je vais revenir si vous avez des questions là-dessus. Ça va. 2 minutes, je passe vite fait. C'est très moche, mais comme ça, vous l'aurez aussi. C'est plutôt à destination des collectivités. Ce qu'on a développé au sein du collectif, c'est essayer, justement par rapport à des projets comme ceux-là, de se poser la question très en amont du sujet de la ressource. Et du coup, dès qu'une maîtrise d'ouvrage a un projet, elle peut nous solliciter, et nous, on va venir avec le collectif, les membres du collectif, si possible, locaux, c'est-à-dire que c'est l'artisan ou l'artisane au plus près du projet qui va venir faire cette analyse, pour essayer de prospecter sur un gisement local. Si le gisement il est identifié, c'est faire des prototypes, donc c'est faire des maquettes généralement ou des expériences pour valider le potentiel de réemploi d'une terre de site. Et valider ce potentiel de réemploi très en amont, ça permet de dire quelle technique potentiellement on peut utiliser sur ce projet, donc ça permet un peu de resserrer sur où est-ce que les architectes vont pouvoir aller dans cette conception et cette proposition d'esquisse, on va dire, du projet. Et puis ça va permettre aussi de rassurer les artisans qui vont répondre au marché après derrière, de dire ok, il y a une ressource qui a été identifiée et donc je vais pouvoir aller vers cette technique-là parce que je sais que ça a été validé par des professionnels. Donc on pourra y revenir si vous voulez, mais c'est une démarche qu'on met en place et qui fonctionne très bien auprès des aménageurs et des collectivités pour anticiper ces problématiques de ressources. C'est simplement un diagnostic de la ressource comme on peut le faire dans la filière du réemploi. En fait, de menuiserie, etc. Quand on arrive sur un projet, on va dire, de rénovation, on va faire un diagnostic. Là, c'est la même chose. On fait un diagnostic sur le territoire, de dire quelle est la ressource qu'on a. Alors, ça peut être en terre, mais on pourrait très bien l'imaginer sur du bois, sur de la fibre locale, etc. Donc ça, c'est les autres collectifs dans les autres régions. La Confédération, qui existe depuis 2018, de la construction interclue, donc plutôt un syndicat plutôt national. Sur le sujet des normes et réglementations aujourd'hui, ce qui existe, sur lequel vous pouvez vraiment vous asseoir, et là il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire, c'est les enduits. Tous les enduits sur bottes de paille et sur tout support composé de terre crue, voire étendu à tout support,
c'est couvert par les assurances avec les règles pro. Et il y a les guides de bonne pratique qui, là, pour le coup, permettent aux entreprises de faciliter leur assurabilité, mais surtout permettent d'avoir un dialogue aussi avec les architectes, avec les bureaux de contrôle, etc. C'est pas un texte normatif au sens de la C2P, en liste verte, etc. On pourra revenir aussi. Néanmoins, c'est un texte qui existe, qui est validé par le ministère et qui permet de faire avancer beaucoup de problématiques de chantier, qui est en accès libre accessoirement aussi. Oui, je suis en retard. Je finis. Donc des petits exemples de projets, l'école de Bolon, qui est réalisée avec une technique, donc terre de site évidemment, avec une technique de torchicot frais, avec un mélange de copeaux et de chanvre. La médiathèque de Trignac, qui a ouvert il y a un mois. C'est un très grand bâtiment des années 1850-1900. Tout l'ensemble du bâtiment est isolé en terre chanvre penchée, avec enduit de terre intérieur. Donc il y a 500 mètres carrés à peu près d'isolation en terre chanvre penchée, et plus des murs de refend en terre chanvre. Donc ça c'est le côté intérieur. Donc, un bâtiment qui est assez sympa, que d'ailleurs Novaville a visité. Sans doute certaines d'entre vous y sont passés. Donc avec une partie ancienne et une extension, un peu comme le projet de la mairie, qui s'adosse dessus avec une belle intégration de tout ça. Là c'est un chantier en cours, maison des associations à Radon, avec un projet pareil où il y a des gens qui sont dessus, en isolation boîte de paille, enduit de terre intérieur et des refends en torchis, des refends en adobe. On a des alourdissements de plancher aussi en terre. Voilà, une école à Mouais où on a isolation boîte de paille, des pignons en terre chambre extérieure, enduit de terre, bouse de vache, fermentation en extérieur, et enduit de terre évidemment à l'intérieur. Plus une extension en bois local, toute une charpente taillée à la hache, et avec aussi du bois pour le préau. Ça c'est l'intérieur de l'école avec l'enduit de terre. Autre que du chantier, alors là c'est quelques exemples de chantier, je ne vous ai pas fait une liste trop à rallonge. C'est pas bien passé, mais... Donc ça c'est un projet d'aménagement sur Guérande. Donc c'est un aménageur, Loire-Atlantique Développement, qui a un projet d'aménagement de quartier, donc plutôt du logement, en plusieurs tranches. Et le collectif Terroir Armoricain a travaillé avec l'aménageur pour formuler une obligation de réemploi des terres du site pour les logements. Et donc aujourd'hui, la démarche, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On vient très en amont. Donc là, c'était avec des étudiants d'archi et d'IUT, où on a réalisé des prototypes pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la terre du site. Donc on a fait des maquettes. Une fois que les maquettes sont faites avec les étudiants, ça permet de discuter de tout ça, on va dire, avec les architectes et puis l'aménageur, pour le convaincre d'aller plus loin. Et donc le plus loin, c'est d'imposer le réemploi des terres sur le quartier, tranche par tranche, en augmentant les volumes. Et donc chaque logement a une obligation de réemploi de 4 mètres cubes par logement. Donc 4 mètres cubes, on va dire, ça vous fait espèce de pan de mur en bois là derrière qui ferait 20 cm, ça fait à peu près ça, un peu plus que ça, pour vous donner un ordre de grandeur dans chaque logement. Donc on a du logement collectif, de la maison individuelle, il y a une école aussi sur ce site-là. Et parallèlement à ça, du coup, s'est posé la question de comment faciliter aussi le réemploi de terre sur ce site-là. Et donc on a répondu à un appel à projet avec l'aménageur. L'aménageur a construit et est propriétaire d'un hangar sur lequel on transforme la terre du quartier en briques, là pour le coup, et qui sont ensuite ramenés directement dans les logements qui sont juste à côté. Ok, j'ai presque fini. Une dernière diapo. Et donc voilà, donc dernière diapo. Et un autre projet qui est en cours en ce moment sur Nantes Métropole, toujours dans cette réflexion de se dire on utilise les terres du chantier ou les terres directement
qui ont été excavés, mettons, par un métropole. C'est un petit atelier mobile, une briqueterie mobile. Donc ça veut dire on a le gisement de terre ou le chantier qui est directement à proximité. On vient faire les briques sous cette structure, les stocker pour avoir un maximum de briques au mètre carré, on va dire, de réaliser. Et c'est une structure très simple qui peut se déployer sur beaucoup de petits éléments comme ça pour maximiser la quantité de briques produites sur un territoire. Merci. Désolé pour le marathon. Et n'hésitez pas pour les questions. Alors, je viens à Barbara. Alors. Ah. Bonjour, c'est juste pour curiosité sur les quartiers à Lyon. Il y avait indiqué le pignon en torchis. Et les restes des murs, c'était comment? Pareil? Alors, c'est en pisé aussi. Tous les bâtiments sont en pisé, pardon. Ouais. Tous les bâtiments, les murs de refend sont épisés, les façades aussi. Après, il en reste quand même pas mal. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de celui-là, c'était plutôt une illustration. Je connais beaucoup moins cette région et cet patrimoine-là pour en parler. Mais oui, c'est des bâtiments qui sont porteurs en pisé. Oui, j'ai une question sur la bauge, qui est a priori très adaptée au Grand Ouest. Ça en est où, la bauge porteuse? Je sais qu'il y a des sujets en cours. Alors, je vais avoir tendance des fois à partir très loin dans une réponse complètement à côté, mais je vais toujours essayer de revenir. Promis. Ça ouvre d'autres questions. Aujourd'hui, la stratégie sur le territoire, en tout cas qu'on a en Loire-Atlantique avec le collectif Terre américain, c'est pas forcément d'encourager toujours aux porteurs. C'est plutôt d'essayer de pousser vers la terre au contact des usagers. Pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un matériau qui a beaucoup d'intérêt d'être au contact des gens. Et de deux, parce qu'aujourd'hui, de faire du porteur en terre, c'est pas que techniquement c'est impossible, je vous ai dit que c'était plutôt des problèmes culturels, c'est qu'on a effectivement des couches de normes aujourd'hui pour réussir à sortir du porteur, et particulièrement sur le territoire nantais, parce qu'on est en zone sismique 3, alors je sais plus ici c'est le cas aussi, ouais. Et en zone sismique 3, faut mettre ceinture et bretelles quand même pour passer certains trucs. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, il y a des territoires qui le font. Le sujet, c'est juste que si vous voulez faire du porteur, il faut anticiper le fait qu'il va falloir faire des essais de labo pour valider des essais sismiques. D'accord? Donc c'est possible. C'est juste qu'il faut anticiper sur coup aussi en amont. Et parallèlement à ça, il y a un projet qui s'appelle Bauge Porteuse. Donc je suis passé vite fait sur une diapo où c'était marqué PNTER. Donc PNTER, c'est le Projet National Terre, qui rassemble des chercheurs à l'échelle nationale et qui a pour vocation de faire avancer des sujets, on va dire, alors pas focus normes, mais plutôt scientifiques autour de la Terre. Donc il y a des sujets acoustiques, thermiques, porteurs, etc. Et le projet Bauge Porteuse fait partie de tout ça. Donc c'est comment on produit du guide sur de la bauge porteuse aujourd'hui, sachant qu'il intègre pas vraiment le sujet sismique. Donc voilà, donc pour vous dire que le sujet sismique, il faut y aller avec... c'est très bien de faire de l'engagement, on va dire, en tout cas de faire du porteur, nous on vous poussera toujours très très fort. Juste il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, avec les contraintes sismiques, ça veut dire faire des essais de labo qui peuvent être onéreux. Juste ça, mais ça marche. Oui, Corentin. J'aurais aimé en savoir plus sur les BES. Comment ça a été, comment ces fiches ont été construites, qui portent cette déclaration. Voilà. J'ai une question, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une fiche PES? Ok, à peu près. Oui, c'est bon. Des questions pointues. Alors, donc les FDS, fiche de déclaration environnementale et sanitaire, c'est en gros c'est l'analyse de cycle de vie des produits du bâtiment. Donc ça veut dire
il y a le sujet carbone, mais pas que. Dans l'analyse de cycle de vie, il me semble qu'il y a 25 indicateurs à peu près. Donc on a parlé tout à l'heure typiquement d'emprise au sol, enfin, je ne sais plus comment c'est formalisé. Donc il y a l'eutrophisation, il y a plein de choses. Et donc ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire, elles sont déclaratives par le producteur généralement de matériaux. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on est dans une filière avec plein d'acteurs, les moyens pour produire de la F2S sont plus importants et il y a un intérêt de communication aussi d'avoir une F2S qualitative. Quand c'est un artisan tout seul avec son entreprise, vraiment, s'il peut fuir ça, il courra le plus loin possible. Donc, ça veut dire comment on fait pour les produire. D'où la Confédération, qui est à l'échelle plutôt nationale, parce que c'est des sujets nationaux. Et donc, le choix qui a été fait, c'est d'aller chercher un peu de subvention pour produire ça plutôt collectivement et d'avoir des F2S aussi qui sont paramétrables. Il faut savoir aussi que les F2S, il faut les refaire régulièrement. Donc là, il y en a certaines qui vont arriver à échéance. Donc en fait, ça pose tout un tas de questions. Sur qui finance, comment, etc. Aujourd'hui, il y a des F2S. Il y a des F2S sur les briques, sur le torchis, sur les enduits, sur la bauge, sur le pisé, sur la terre allégée. Il y a aussi donc ça, il y en a des collectives et des paramétrables. Et il y a aussi des F2S de producteurs de produits qui existent, donc sur des briques, sur des panneaux, etc. Donc il existe tout ça, il y a différentes stratégies pour les uns et les autres, en fonction de s'ils appartiennent plutôt à une filière, plutôt à des collectifs, on va dire. Donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Vas-y, dis-moi. La problématique, c'est qu'on est sur des critères généraux. Donc la terre crue, quand on fait un bâtiment neuf, la terre crue est plutôt dévalorisée. On parlait d'empreinte carbone tout à l'heure. On va utiliser un produit conventionnel qui va être un béton décarboné. Aujourd'hui, si on prend la F2S, le béton décarboné est plus intéressant que la terre crue. Voilà. Donc ça, c'est très lié. Il faut comprendre que l'ACV, c'est une science. Il y a des méthodologies, etc. Les F2S, c'est une science. C'est très lié à des laboratoires aussi, de la façon de produire de la F2S, de combien tu payes aussi ton labo. Voilà. Donc typiquement, si tu n'as pas beaucoup de sous à mettre dedans, il y a 5 ans, parce que les dernières F2S datent de cette époque-là, maintenant c'est beaucoup moins cher. Donc ça va être différent, il me semble. Mais jusque-là, c'était un peu ça. Donc effectivement, il y avait moyen d'abuser un peu. Donc c'est un peu lié à ça. L'autre sujet, c'est que sur cette technique de construction de terre, il n'y avait pas, ou il n'y a plus certaines F2S. Et du coup, dans ce cas-là, c'est des valeurs par défaut qui sont mises. Et dans ce cas-là, c'est pénalisant, effectivement. Mais si tu trouves une F2S qui a été faite par soit un producteur, soit un collectif, normalement, tu vas avoir une valeur qui est au plus juste de la réalité. Et souvent, ça va, c'est pas trop déconnant. Mais ça peut arriver que sur certains modes constructifs, ça puisse l'être, effectivement. Question, juste derrière. Moi, je voulais revenir sur la question d'avant, sur le séisme et le non-porteur. Du coup, on est aussi embêté quand on a les normes sismiques qui s'appliquent sur le bâtiment, aussi aux non-porteurs, que ce soit en briques de terre crue ou même en pisé. Je voulais savoir si vous aviez des pistes. Vous êtes architecte, vous avez été déjà confronté à ça? Ok, non, il n'y a pas de sujet. C'est des archis qui ont contribué à certains sujets là-dessus. En fait, il y a un point dans un texte qui effectivement évoque des sujets de sismique sur des cloisonnements intérieurs. Ce sujet de sismique, il est lié au fait que si on a un matériau qui chute d'une certaine hauteur avec un certain poids, il y a un risque pour les usagers.
Petite parenthèse, si on faisait cet essai-là pour des briquettes cuites, des carreaux de plâtre, etc., ça ne marcherait pas. Donc on demande beaucoup à la terre parfois. Voilà. Bref, petite parenthèse. Ceci dit, on a avancé sur le sujet des briques d'Adobe, pour le coup, en Pays de la Loire, sur le sujet sismique. Encore petite parenthèse, pardon. Il y a 3 ans, ce sujet-là n'était pas évoqué. La réglementation sismique était la même, les sujets sismiques étaient les mêmes, sauf que les bureaux de contrôle n'avaient pas identifié ce truc-là par dans un texte. Donc on a construit beaucoup sans que personne mette de bâton dans les roues là-dessus, ce qui a changé, la doctrine a changé récemment là-dessus. Donc ça avance malgré tout. Il y a des essais sismiques qui ont été faits dans le cadre de la ZAC Maisonneuve avec un laboratoire à Bordeaux, des agences d'architecture, notamment Collectif Faro ici présent, pour avancer sur ces sujets-là. Donc ça veut dire faire des essais sismiques, donc qui sont assez onéreux. Là, le coût pour cette technique-là de mise en œuvre, c'était autour de 50 000 80. 80. Ok, j'avais 80 têtes et je me suis dit non, quand même pas 80. 80 000 euros pour faire ces essais-là. Donc sur une technique qui maintenant, on va dire, se déploie donc dans de l'ossature bois avec des montants espacés de 120 et maçonnerie d'Adobe avec des petits assauts de maintien. Voilà. C'est aussi au cas par cas, c'est-à-dire que des fois, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle, et on va se poser la question et ça va passer. Il y a beaucoup de projets, nous, où il n'y a pas de sujet. Voilà. Sur le sujet sismique, ce qui est intéressant, c'est de regarder le patrimoine aussi. Il y a quand même un petit retour d'expérience là-dedans, et donc du coup, typiquement, moi j'essaie toujours de pousser le torchis comme je peux, mais le torchis, on a quand même des très très beaux retours d'expérience sur le torchis, par chez nous, mais aussi à l'étranger, où on est vraiment sur une matière, comment on pourrait dire ça, une matrice. Donc c'est vraiment un mélange d'armature de bois, de fibres et de terre de liant. En termes de sismicité, on sait pas faire beaucoup mieux en termes on va dire, d'efficacité du matériau. Donc ça, le torchis, je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Malgré tout, sans doute, il y aura des essais à faire pour valider un petit papier un moment là-dessus. Voilà. Pour revenir sur les 2 présentations là, qui sont très complémentaires, on a vu la volonté politique et puis la preuve par l'exemple avec l'architecte, et puis cet état de la filière. Donc effectivement, nous, pour la CAPEB, en tant que représentant CAPEB, les artisans du bâtiment, on a quand même des feux verts, hein, puisqu'on a des ouvrages qui sont faits et qui vont déterminer un petit peu les méthodes à employer suivant le matériau, enfin la déclinaison du matériau terre. Hein, et j'ai bien aimé aussi le logigramme que vous avez montré à un moment pour déterminer le type de terre locale et puis derrière les techniques qui pouvaient être mises en œuvre pour utiliser cette terre-là. Hein, donc ça c'est intéressant. On a besoin, les professionnels ont besoin d'être rassurés et assurés, hein, et il y a les deux aussi. Donc en plus on a à la fois de la terre utilisable localement et on a des fabricants qui la transforment en Vendée. Donc vous y allez. C'était pas une question alors. J'ai bien répondu quand même. Alors, il y en a plein. Par contre, on n'a peut-être pas le temps de les avoir tous. Le premier que j'ai vu, c'est Nicolas, et puis après, Barbara, tu voulais. En fait, je vais vous donner la parole à des personnes qui sont présentes, qui peuvent nous informer sur la ressource en terre en Vendée, sur les formations qui sont proposées. Et après, on prend Nicolas, et puis je regarde dessus. Oui, en fait, je sais que dans la salle, on a le musée du début. Moi, je voulais donner la parole pour qui nous parle un peu de la filière et de la tradition en fait, de construction en terre. Et j'ai été assez récemment, vous avez mis en place aussi des formations. Bonjour, Jacques Foucault, je suis agent du patrimoine sur les musées du Lavaux à la Barre de Mont. Et c'est vrai que c'est une terre riche, on a un patrimoine très très riche localement. On a à peu près 120 constructions en terre encore aujourd'hui.
produit sur l'ensemble du marais breton, vendéen et du Atlantique. Donc c'est la technique de la bouche qui est principalement utilisée. Il y a une technique assez particulière qui est celle dite des bigots localement. Voilà, c'est une technique qu'on ne va pas retrouver en Normandie ni dans le Pyrénées. Contrairement à ce que vous avez dit, les bourrines n'ont pas de fondation, elles sont construites à même le sol, et souvent on a des hauteurs de 1,80 m environ, des toits en chaume, et on n'a pas vu, mais ça fonctionne aussi par levée, on ne peut pas construire un mur d'une même hauteur. Il fonctionne par levée, selon la fibre qu'on utilise, on va avoir des levées de 30 à 50 cm. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques locales. Et c'est vrai que la communauté de communes au sein en Marais du Mont où je travaille a l'honneur de mettre cette technique, de favoriser cette technique, donc notamment en proposant des formations, en maçon terre crue. Donc c'est Noria Formation qui propose ces formations sur le site du Davio. On a la chance d'avoir pendant 2 années, 2 formations. Voilà. Ce sera enregistré pour la vidéo. Peut-être Barbara a d'autres choses en tête. En fait, comme Ouais. on va parler quand même dans le micro. En fait, il va parler dans le micro parce que ça. Je voulais vous passer la parole aussi en tant que ressource en terre crue sur le département. Vous pouvez peut-être vous lever parce que sans micro. Oui, quoi dire, un peu surpris de l'intervention. Moi je suis Alexandre Alain, donc je suis, on va dire, de tout nouveau dans la terre crue, qui est un domaine qui me passionne, que j'ai appris à découvrir. Et en fait, on a été lauréat pour divers projets d'économie circulaire, notamment pour la région. Et en fait, mon métier de base, c'est d'être au public. Donc, ce qui m'a fait dire votre slide tout à l'heure, c'est qu'en fait, mon problème à moi à l'époque, c'était comment gérer toutes ces terres de déblai. Donc, en fait, avec des réflexions, on a créé une installation. Et c'est pour ça qu'après, je me suis penché sur la terre crue et j'ai créé une autre filiale qui réutilise ces terres crues, notamment donc sur les bases de Bauge, de BTC, des enduits. Et dernière en date, c'est la plaque d'argile. Argistyle. Merci. Et donc, par rapport au temps qui nous reste, j'avais la question de Moussa. Oui, merci. Tu peux parler comme ça. Ok. Je sais pas si vous l'avez dit. Non, mais il y a un petit. Alors, pour revenir sur la petite logographe, c'est vrai qu'il est moche, mais il est vachement important. En fait, il dit quoi? En fait, vous avez de la chance de connaître un maçon par chez vous et ça vous a fait rebondir. Mais en fait, vous avez une filière terre, un collectif qui est là aussi pour toutes les maîtrises d'ouvrage qui voudraient faire de la terre et qui ne savent pas par où commencer. Et quand vous ne connaissez pas de maçon autour, en fait, contactez-les parce qu'eux, ils vont venir vous aider à développer tout ça. Ma question, pas une question. Quel conseil tu donnerais à des maçons conventionnels qui voudraient s'y mettre? Voilà. Alors, plusieurs choses. D'être accompagné. Et pour ça, alors nous, ça nous est arrivé plusieurs fois d'intervenir sur des chantiers de plus ou moins grande ampleur avec une entreprise qui n'avait jamais fait de terre, mais qui avait envie de s'y mettre. Et du coup, d'envoyer un camarade de chez nous pour les accompagner sur le chantier, tout au long du chantier, à se former à la terre. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'en amont du projet, l'entreprise elle peut être peut-être sollicitée par maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Donc on va dire cette plus ou moins grosse entreprise, on va dire, et qu'il faut réussir à faire du lien avec un ou une artisane locale.
pour qu'il puisse y avoir de l'accompagnement. Moi j'envisage, je trouve que comme ça fonctionne bien. Ça veut dire que eux effectivement ils se forment déjà sur un projet en direct, ça permet de mettre le pied dedans directement, il faut que tout le monde en ait envie, que ce soit un projet qui soit bien conçu, de bout en bout, parce que si jamais l'expérience elle est pourrie, ils n'y reviendront pas. Donc on a plein d'expériences pourries, mais on aime notre métier donc on continue. Mais si jamais c'est la première impression, ça peut faire un peu mal. Donc ça va être accompagné, moi j'aurais tendance à dire ça, sur un projet exemplaire, il y a de la quantité, c'est une grosse entreprise. Quand je dis grosse entreprise, j'imagine plutôt des entreprises de moins de 100 salariés. Sur des majors, ils vont savoir trouver les astuces pour faire de la terre. Mais par contre, on va dire le maillage territorial de TPE et de PME, il y en a qui ont très envie, notamment ceux qui font du bâti ancien, de se former sur du marché public. Ils ont l'habitude de répondre à du marché public et d'être accompagnés avec un ou une artisane sur leur projet. Et après, il y a des formations, mais c'est une piste. Et je suis dans l'obligation de vous dire que c'est une super transition pour ce qui vient après. Et donc, on va arrêter les questions, mais c'est pas pour ça que vous n'aurez jamais de réponse à vos questions, puisque Corentin, pareil, il donnera son support. Il est là, maintenant vous aurez son mail et tout ça, donc n'hésitez pas de toute façon à le contacter avec vos questions. Pour la suite. Merci Corentin, c'était trop bien. Alors, on passe sur la... Alors, j'ai une petite expression, et ça, on se fout du micro. Je sais. Ça va? Parce que ça fait 1 heure là que vous êtes... donc, le temps que Maxime vient pour présenter ce qui suit, si vous avez envie de vous lever, faire quelques mouvements, et que vous dites n'hésitez pas, parce que là, on en a encore pour 20 minutes, 25 minutes. Les personnes qui doivent nous quitter, c'est peut-être le moment. Laissez-vous à l'aise, parce qu'on a encore 20 minutes à tenir. Et on a déjà ouvert un peu l'espace. Si vous avez à côté de vous un petit peu clair, en attendant, je vais parler fort, mais alors là, est-ce que là l'idée c'est de finaliser justement avec ce qui était la question un peu d'avant sur comment est-ce qu'on peut accompagner les filières, les maçons, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. Et là il y a 2 dispositifs d'accompagnement, plus large que la terre, mais en gros biosourcés qui vont être présentés. Donc pas de bois biosourcé que Maxime Bautran va expliquer. Et puis après il y a le CIDEF qui est là, Philippe Garde, qui va expliquer un AMI biosourcé. Voilà, après peut-être on a le temps pour 2-3 questions si ça vous intéresse beaucoup. Et puis je laisse la parole à Maxime, le temps que tu peux te présenter pendant que je te cherche. Bonjour à ceux que je peux saluer. Donc, je travaille pour Fibois, donc on est aussi une association, on est l'équivalent du collectif terrain marocain, mais pour la filière bois. Et ça n'a pas été cité ce matin, mais en fait toutes les filières biosourcées sont désormais regroupées sous l'égide du collectif biosourcé Pays de la Loire. Donc en fait on a même un guichet unique aujourd'hui en Pays de la Loire qui vous permet d'accéder à toutes les filières biosourcées. Et du coup ça m'amène sur le sujet du pacte bois et biosourcé, qui est un dispositif qui a été créé en fait au niveau national par un Fibois, qui est le Fibois Île-de-France, qui a été le premier en France à le développer. Et l'idée c'était de créer une communauté de maîtres d'ouvrage engagés sur l'intégration des biosourcés et aussi géosourcés terre crue. On intègre aussi la terre crue, même si ce n'est pas un matériau biosourcé, mais il reprend toute la philosophie de ce qu'on s'est développé dans les filières biosourcées. Et ce pacte, en fait, c'est donc une communauté qui souhaite s'engager de maîtres d'ouvrage, publics et privés. Donc ça peut concerner des collectivités, des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs. Au niveau national, il y a à peu près 220 signataires, donc il y a 12 régions, donc nous on est quasiment la dernière de France à ne pas l'avoir mise en place.
Et le principe du pacte, c'est d'accompagner ces maîtres d'ouvrage sur leur montée en compétences, sur l'intégration, je le disais, des biosourcés. Donc ça passe par des propositions de formation, ça passe par du partage d'expérience, comme on le fait ce matin, et de manière encore plus formalisée. Ça passe aussi par des visites, tout simplement, de chantiers, de réalisations, d'entreprises. On a la chance, en Pays de la Loire, d'avoir un écosystème d'acteurs économiques dans les filières biosourcées très développé. On en a eu un petit échantillon sur la terre crue, mais dans les 5 filières développées sur la région, donc le bois, la terre, la paille, le chanvre, et j'en oublie un, le roseau. Et donc le roseau est aussi une filière en développement sur le secteur. On a souhaité créer ce pacte, et je vais juste vous en présenter rapidement les contours. Pour l'instant, il n'est pas lancé, on souhaite le lancer en 2026. On aura une première salve, entre guillemets, de signataires, c'est un engagement symbolique. Hein. Vous n'avez pas signé, quand je dis vous, pour les maîtres d'ouvrage qui seraient intéressés avec votre sang, c'est pas le but. Et c'est surtout de pouvoir avoir un engagement symbolique, et derrière surtout d'avoir un engagement aussi des filières biosourcées à votre rencontre, maîtres d'ouvrage, en termes d'accompagnement. Donc je l'ai dit, il y a beaucoup de textes, alors je vais passer rapidement parce que je ne vais pas lire, et le but c'est pas qu'on lit ensemble, qu'on puisse lire ce qui est écrit sur les slides. Donc vous avez vu sur la carte de France, on est quasiment les derniers. Alors en 2026, on aura, pour info, il y a Bourgogne-Franche-Comté, PACA et puis Occitanie qui vont aussi s'y mettre. Donc il y a vraiment une communauté nationale qui est en train de se mettre en place. Et on a aussi dans ce cadre-là accès à des outils plutôt visio, webinaires, qu'on pourra aussi avoir. Par exemple, en janvier, il y a un webinaire sur le coût de la construction biosourcée qui est programmé au niveau national via justement ce programme Interpact. Donc il y a vraiment une dynamique nationale. Pardon, juste une question de compréhension. Par biosourcé, il faut entendre aussi géosourcé ou pas? Oui. En fait, nous, pour faire simple, on a dit bois biosourcé, mais le bois est aussi un matériau biosourcé, on aurait pu dire tout court biosourcé. Et par extension, moi ça me paraît évidemment très logique que la terre crue soit intégrée. C'est une évidence. Alors, si on joue sur les mots, on aurait pu rajouter géosourcé, mais géosourcé, c'est aussi la pierre de taille, c'est aussi d'autres matériaux minéraux, donc, mais la terre crue est englobée évidemment. La destination, je l'ai dit, donc je passe rapidement. Le bénéfice du pacte, c'est effectivement de bénéficier d'un accompagnement, d'une expertise, des filières professionnelles. Alors ça, c'est un peu le pacte qu'on évoque, que j'ai évoqué sur cette signature, et qui va permettre d'accéder à des outils. Alors en fait, les outils, pour la plupart, ils existent déjà plus ou moins, mais par le pacte, on va essayer de les mettre à disposition de manière un peu plus structurée, parce qu'en fait, on a énormément d'informations. Ça a été évoqué avec Corentin sur le dispositif d'accompagnement des terreux. Il y a plein de dispositifs d'accompagnement. Sur la paille aussi, il y a des dispositifs d'accompagnement. Il y a plein de choses qui sont mises en place individuellement, et on souhaite en fait les regrouper sous l'égide de ce pacte. Bon, ça j'avance. Après les engagements des signataires, je voulais quand même vous évoquer rapidement ces engagements. Il y en a 7. Le premier, c'est le périmètre de l'engagement. Alors là, c'est vrai que c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de pourcentages, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en premier lieu, quand ce pacte, il faut aussi reprendre l'historique de ce pacte, c'est qu'il a été candidat de France, il s'adressait plutôt à des gros maîtres d'ouvrage qui ont un patrimoine type bailleur, promoteur, et donc c'est pour ça qu'il a évoqué le périmètre d'engagement, à savoir un pourcentage de surface de production qui serait fléché. Donc, pour faire simple, si vous êtes dans les 3 niveaux d'engagement, je ne rentre pas trop en détail, mais niveau bronze, c'est grosso modo, vous allez réserver 10% de votre production à venir sur un temps donné, dans lequel vous allez faire en sorte d'intégrer une quantité de matériaux biosourcés. Alors, à l'échelle d'une commune plus rurale, peut-être que le dispositif n'est pas tout à fait adapté, mais ça, c'est pas trop une problématique. Comme je vous le répète, là, ce détail de périmètre d'engagement, il a plutôt concerné des aménageurs, bailleurs, promoteurs, mais évidemment, les collectivités ont aussi toute leur place, même si elles ne font qu'un seul projet sur le mandat de la commune. Le deuxième point, c'est le seuil d'exigence en matériaux biosourcés. Parce qu'en fait, pour quantifier, on a besoin quand même de mettre des seuils d'exigence. Alors, il a été préconisé de partir encore sur de la masse de produits biosourcés, en mètres carrés de surface de référence minimum. Et pour faire simple, là vous avez indiqué 30 kg par mètre carré de surface de référence en construction neuve. Ça correspond à peu près, pour faire un parallèle, au niveau 1 du label bâtiment biosourcé. Je ne sais pas si vous connaissez ce label, c'est un label d'État qui a été mis à jour l'an dernier, avec des niveaux 1, 2, 3. Et c'est juste pour montrer que en fait, on va l'évaluer et reprendre ce référentiel-là. On va pas en inventer un énième. Et juste peut-être, avant de repartir sur les autres engagements, je vais vous montrer ce que ça représente concrètement sur un bâtiment. Alors je ne me suis pas concerté, mais en fait le projet qui a été présenté tout à l'heure,
l'extension de la mairie, c'est un peu ce schéma. En fait, là je vous donne en fait une quantité, on va évaluer la quantité de matériaux biosourcés sur un exemple où là vous avez une charpente industrielle, c'est à peu près 7 kg par mètre carré, soit 3,5 kg de carbone par mètre carré. Alors le carbone, c'est le carbone biogénique issu de la photosynthèse, c'est pour ça qu'on parle de carbone. C'est le stock C qu'on retrouve dans la RE2020, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, c'est des éléments qui sont ancrés déjà dans la RE2020. L'ossature bois, c'est 16 kg, isolation chanvre 3 kg, et on arrive à 26 kg du mètre carré, soit en carbone biogénique 13 kg. C'est à peu près 50%, c'est facile, juste par deux. Et ça corrobore les 13 kg au niveau 1 du label biosourcé. Donc tout ça pour dire que le projet de ce matin, qui est à peu près sur ce schéma-là, on a un noyau béton, grosso modo, et une façade ossature bois avec isolant biosourcé, une charpente bois. Et là, je ne parle même pas du bardage, mais si on rajoute le bardage, on est même un peu plus élevé. Et donc, on est très facilement, on atteint les seuils qui sont demandés dans le pacte bois biosourcé. Donc, le projet de ce matin, il correspond pleinement à ce qu'on pourrait atteindre en termes d'engagement d'une collectivité. Les seuils, ce ne sont pas des seuils extrêmement ambitieux dans le sens où c'est atteignable facilement. Et c'est des minimums. En fait, si on peut aller plus loin, évidemment, c'est davantage. Je reviens sur mes histoires d'engagement rapidement. C'est que dans le troisième engagement, il y a aussi le souhait d'avoir une diversité de matériaux. Parce qu'on pourrait se dire, oui, vu que c'est des kilos, on va mettre un max de bois et puis on sera bon. Ça n'a pas d'intérêt. C'est que l'idée, c'est de pouvoir aussi valoriser d'autres filières, donc avoir 2 familles minimum de biosourcés ou terre crue. Et ensuite, le quatrième point, c'est la maîtrise des approvisionnements. Alors pour le bois, ça s'illustre par des bois certifiés, on aura la traçabilité des bois. Et si possible avec un pourcentage minimum de bois français. Parce que la question du bois, oui ok, on met du bois, mais si c'est du bois d'importation, quel est l'intérêt pour le territoire et pour la ressource locale. Je ne rentre pas trop en détail, je passe rapidement. Le cinquième engagement, c'est pour les signataires, c'est un engagement de moyens, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir au sein du signataire un référent biosourcé qui sera l'interlocuteur privilégié et qu'on pourra solliciter et qui sera intégré dans les réflexions ou les réunions ou les comités de pilotage qui seront faits au sein de ce pacte. Et c'est par lui que passera aussi les informations pour la montée en compétences en interne. J'ai déjà eu des maîtres d'ouvrage qui m'ont demandé est-ce qu'on peut déjà prévoir dans ce pacte, et si on est signataire, de mettre en place un cursus de formation en intra pour une collectivité, pour un bailleur aussi, voilà. Donc ça c'est tout à fait possible. Et c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Troisième point, l'intégration systématique de compétences. Alors là, c'est pour le bois, mais comme on l'a dit ce matin pour la terre crue, c'est important qu'il y ait dans les équipes de maîtrise d'œuvre, ou même au stade de programmation, une compétence biosourcée qui soit aussi clairement identifiée. Et l'engagement, il est aussi sur le partage d'expérience, comme ce qu'on fait ce matin, de pouvoir avoir une sorte de retour d'expérience. On a énormément de bâtiments construits dans la région, en bois, biosourcé, terre crue. Beaucoup de projets ne sont pas valorisés. Oui, j'avance. Et donc, le but, c'est de pouvoir aussi de structurer ce retour d'expérience. On en avait parlé avec Barbara et puis aussi Flavie du CIDEL et du CAE. En fait, on a déjà plein de choses qui se font en biosourcé dans le territoire, sauf qu'on ne capitalise pas assez. Donc, le but avec le pacte, c'est de mieux capitaliser et de faire profiter quand un signataire donne 1, il reçoit 10. C'est un peu le principe. Et pour terminer, il y a aussi des engagements aussi d'adhésion et puis des engagements optionnels, mais je ne vais pas rentrer en détail. Après, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire. Je voulais être rapide parce que, et pas rentrer dans le détail, il y aura un webinaire qui sera organisé le 22 janvier pour parler plus en détail de ce pacte pour être sourcé. On a fait une communication il y a 2-3 jours, donc c'est très récent. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes maître d'ouvrage, vous êtes intéressé d'aller un peu plus loin sur ce sujet de pacte, il y a le webinaire le 21 janvier, et puis évidemment on peut en rediscuter de vive voix aujourd'hui ou plus tard. Je crois que j'ai fini. Ouais, j'ai fini. Et on mettra le lien pour ce webinaire si tu l'as déjà, j'imagine. Ouais. Et le but, c'est qu'on ait les premiers signataires officiels lors du prochain Carrefour international du bois, qui est un événement assez important. Hein. C'est un gros salon professionnel qui a lieu à la Beaujoire à Nantes, et un salon qui regroupe de 500 ou 600 adhérents, exposants. Pardon. Et donc, on profitera de cet événement pour justement valoriser et mettre en place officiellement les premiers signataires. Merci Maxime.
attends que je change. J'appelle donc Flavie et Philippe. Vous allez parler. Le micro est plus Par fort. contre, il faut parler dans le petit. Ouais, Voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, alors nous ça va être rapide hein, parce qu'on n'a pas 50 diapos, on n'a pas 36 photos, donc voilà. Non, l'idée c'est un appel à projet qu'on lance début d'année prochaine. L'idée c'est d'accompagner les collectivités pour aller un peu plus loin dans l'utilisation des matériaux biosourcés. Parce que depuis 6 ans, on a une aide en fait à la rénovation et aux matériaux biosourcés. On se rend compte que quand on arrive au cours de chantier, c'est un peu compliqué. Et en fait, on est bibliophile bien souvent, et on se limite à peu près à ça. Donc, on voudrait essayer d'aller un peu plus loin. L'idée c'est, on va essayer de capter des collectivités qui sont éventuellement intéressées pour pourquoi pas faire du biosourcé. On va tester un peu leur motivation. Si on sent que les élus, les équipes sont à peu près toutes dans le même sens et prêtes à faire du biosourcé, on va financer une assistance à maîtrise d'ouvrage avec 2 phases. Une phase amont pour préparer un vrai programme en biosourcé qui permettra aussi de qualifier quel matériau on va mettre en place. Donc ça peut être du biosourcé ou du biosourcé, donc on peut fermer non plus l'intercourir. Une fois qu'on a validé ça, le programme est mis en place, il accompagne à la sélection de la maîtrise d'œuvre. Si on a une équipe de maîtrise d'œuvre qui maîtrise le sujet, limite la deuxième étape de l'AMO ne se fait pas. Si on est sur une maîtrise d'œuvre plus classique, avec des craintes que potentiellement, courant de chantier, ça change, on finisse avec du béton et autre chose, on fait une deuxième mission d'AMO, c'est-à-dire un accompagnement tout au long du chantier pour avoir une vraie vision et un vrai chantier qui se finisse comme on avait envisagé au début. Voilà l'idée. Donc le financement, nous, c'est qu'on financera l'AMO à hauteur de 80%, avec un plafond pour chaque phase. Par contre, c'est pour l'instant limité aux bâtiments liés à l'enfance et à la petite enfance. Ah, j'entends le rat. Ah, de bonheur ou de déception? Les deux. Ah bon. Ah. Merci. Voilà, c'est un choix de nos élus, ça a été décidé comme ça. On est aussi sur une phase de test. Ça peut, si ça fonctionne bien, ça peut se transformer aussi en programme pérenne avec des financements qui viendront en complément. Pourquoi pas aller sur l'investissement, et pour l'instant on est vraiment en phase de test. Ça part sur 2 ans. Et voilà, et si tu veux présenter la suite, peut-être qu'il y a envisagé, en parlant fort dans le micro, la phase 2. Bien qu'on voulait étendre à la sensibilisation. Et ensuite, on aurait un budget pour 2027. On va travailler ça avec le CAE. Vous m'entendez ou pas? Non. On va essayer de mettre en place des sensibilisations de toutes les collectivités et puis des visites et puis diagnostic de territoire pour 2027 sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Eh bien, alors, il y a possibilité de poser 2 questions. Alors, non mais d'accord. Alors la question, je ne sais pas vraiment à qui l'adresser, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui un début de liste ou de répertoire des acteurs en Vendée, plutôt côté artisan? Voilà. Alors qui peut répondre? Je vais pas monopoliser. Juste le collectif biosourcé Pays de la Loire a manuel. une carto des acteurs du Pays de la Loire. Donc il ne faut pas hésiter, en tout cas si vous connaissez les artisans, artisanes, à les pousser à s'inscrire dessus. Nous on essaie de faire le boulot au sein du collectif, d'aller en enquêter un peu, mais bon après il faut aussi qu'ils souhaitent s'inscrire dessus. Donc
voilà. Les collectifs terroirs américains, en tout cas sur le sujet de la Terre, c'est un territoire où on a du mal à rentrer dedans, mais on y travaille pas. Si je puis permettre de rajouter un truc, c'est que cette cartographie, l'annuaire, est hébergée sur le site de NovaBuild. Vous avez une page, parce que le collectif biosourcé n'a pas d'existence juridique, donc n'a pas de site web, et donc on profite de NovaBuild pour créer une page web sur laquelle vous retrouvez tous les outils, dont la cartographie, l'annuaire, disponible sur le site de NovaBuild. Voilà.